Salut Booktube, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo cette semaine. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais il y a des livres où on préfère nettement les personnages qui finalement ont un rôle mineur dans le roman, de manière générale, aux héros. Quand j'entends héros, j'entends évidemment protagonistes principaux, pas spécialement des grands héros de fiction comme dans la fantasy ou quoi, non, juste on a préféré les fameux personnages secondaires à ces protagonistes principaux. Et moi, ça m'arrive très souvent. Et dans ces cas-là, eh bien, je me rends compte que les livres vont être très souvent des coups de cœur, en fait. Donc les livres où j'aime les personnages secondaires, parfois plus que les principaux, vont devenir mes livres préférés. Pas pour tous, évidemment, mais en tout cas, ça va pencher dans la balance de mon attachement vis-à-vis du livre. Pour que le personnage secondaire soit réussi, soit un bon personnage secondaire selon moi, qu'est-ce qu'il faut ? Alors moi, il me faut avant tout de l'humour. C'est très important. Si c'est de l'humour un peu pinçant, un peu sarcastique, c'est encore mieux, c'est parfait. Donc ça, c'est mon propre critère. Vraiment, c'est très très personnel. Mais quelqu'un qui va être un petit peu ironique, sarcastique, ça va être gagné déjà. En tout cas, ça va lui faire gagner des points. Ensuite, il faut qu'il y ait un mystère qui plane autour de lui, ou en tout cas un intérêt à le suivre, quelque chose qui nous intrigue sur ce personnage, qu'on ne sait pas, où il nous manque des réponses, quelque chose qui va nous attirer vers lui, qui va susciter notre curiosité envers ce personnage. Il faut également que notre personnage, il vive une évolution, que de son point de départ au point d'arrivée dans la saga ou dans le roman, on ait vu qu'il a parcouru du chemin. Donc qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit développé autour de lui, qui soit construit autour de ce personnage. Ça, c'est important. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt s'il est juste dans le décor pour nous. Il faut vraiment que, il y ait cet aspect commun au héros, c'est-à-dire que tous les deux vont avancer dans l'histoire, vont évoluer. Et enfin, à ce personnage, il lui faut une résolution. Donc il faut qu'à la fin, on ait pu voir qu'il y a eu un progrès ou qu'il se passe quelque chose de tragique. Enfin bref, il faut une résolution à tout ça. Alors ça peut être par exemple un personnage secondaire finalement qui meurt. Et alors qu'on s'y attendait pas ou que c'était pas prévu, que c'était pas son but premier. On va dire qu'un personnage secondaire qui est déjà prêt à sacrifier dès le début pour le protagoniste principal, c'est un peu moyen. Donc il faut qu'il y ait une petite surprise, quelque chose qui nous étonne ou qui nous fasse rire, ou enfin bref, il faut qu'il y ait une conclusion en fait avec ce personnage. En gros, notre personnage secondaire, il doit être presque aussi intéressant, si pas plus, que notre personnage principal, pour qu'on ait finalement envie de le lire, qu'on ait envie que limite que l'auteur écrive un spin-off dessus. C'est à partir de ce moment-là qu'on sait qu'un personnage secondaire est vraiment parfaitement réussi. C'est quand on a envie de connaître son histoire, ses pensées, c'est avoir envie de creuser plus en profondeur pour le découvrir davantage et espérer du coup un fameux spin-off dessus. Je vous ai choisi une petite sélection de romans où j'ai donc préféré ces fameux personnages secondaires aux héros. Alors, j'ai pas spécialement un ordre de préférence, en tout cas, je ne l'ai pas établi. Donc, je vais vraiment vous présenter dans l'ordre qui me passe sous la main ces fameux personnages. Donc, je vais commencer avec la saga Scorpie d'Alexandre d'Ambre et je vais vous présenter Elias Le Sat. Scorpie, c'est quoi? Eh bien, c'est la jeune Charlotte, elle a une vingtaine d'années, qui rentre chez elle un jour où il y a de l'orage, et qui découvre un petit garçon sur le pas de sa porte, le fameux Elias. Et elle va vouloir l'abriter chez elle, mais le petit Elias aura des propos très étranges, il voudra à chaque fois en fait lui proposer de tuer les gens qui l'embêtent, qui la dérangent, contre qui elle est en colère. Évidemment, Charlotte va tomber des nues à chaque fois qu'il va lui faire cette proposition. Elle va se renseigner un petit peu plus sur sa famille et découvre qu'il appartient à la famille Le Sat et donc à l'organisation Scorpie. C'est quoi cette organisation Scorpie? Eh bien, ce sont en fait des tueurs à gages. Et ces tueurs à gages ont une grande particularité, c'est qu'en fait, ce sont des créatures de l'ombre et donc des créatures fantastiques. Je ne vous en dis pas plus sur leurs particularités, mais c'est en tout cas pas un spoil, puisque c'est quelque chose qu'on sait très vite dans le livre, puisqu'il se présente tout simplement comme tel.
Charlotte va se retrouver embarquée dans tout cet univers et même en fait être fiancée au grand frère d'Elias, alors qu'elle n'a pas vraiment choisi tout ça. C'est vraiment un livre que j'adore, que j'ai adoré. C'est très très drôle, c'est surtout ça qui est génial, c'est qu'un fantastique qui est drôle, ça arrive, c'est pas ça, mais là c'est vraiment, en fait on hésite entre si c'est une comédie ou du fantastique, et donc vraiment j'ai adoré, je me suis régalée à chaque page, et surtout j'ai rigolé vraiment tout le long de cette saga. Donc je la recommande fortement. Et donc gros coup de cœur pour le petit Elias, qui ne fait pas toujours partie de l'intrigue principale, mais qui pourtant a une place de choix. Et j'espère vraiment, du coup, Roxane Dambre, que tu feras eh bien, quelque chose, un livre, un spin-off ou quoi, une suite sur Elias. Je vais vous parler maintenant de Crescent City. Crescent City qui a quand même été un roman très hypé. Eh bien moi, mes personnages préférés sont Emmett Diclan et Tristan Flynn. Je les aime énormément et ils me rappellent un petit peu finalement d'autres personnages que l'on croise dans ACOTAR et dont je vous parlerai après. Je les aime beaucoup ces personnages parce que je trouve qu'ils sont drôles, qu'ils sont de bons compagnons, qui sont des camarades fidèles et loyaux. Et ça fait aussi en général partie de mes préférences pour choisir les personnages secondaires que j'aime. Enfin, je choisis pas, hein, ils me tombent dessus, mais, mais voilà, vous me comprenez. Alors, je les trouve vraiment ouais, courageux, bienveillants. Et encore une fois, je trouve que la loyauté, c'est vraiment le truc primordial dans ce trio, puisque en fait, ce sont les acolytes de Rune Danan, qui est aussi un personnage qui devient, en tout cas, assez principal dans le tome 2 de Crescent City. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces deux acolytes, tout simplement. C'est l'histoire de Brice Quinlan, qui a une vie au départ assez paisible, assez fêtarde, hein, c'est une jeune fêtarde, qui va enfin sa vie va basculer, et 2 ans plus tard, elle va se mettre un petit peu par la force des choses à enquêter sur un meurtre en compagnie de Hunt Atalar. Et c'est un duo un peu de choc parce qu'il faut savoir qu'elle, elle est féministe au possible, mais vraiment, il n'y a pas personnage plus féministe qu'elle, limite. Au point que parfois on se dit: «Ouh, calme-toi, c'est toi qui agresse là». Bah, elle va se retrouver avec un Tatalar qui est lui un peu bourru, un peu brut de décoffrage comme ça, à qui on donne pas d'ordre, à qui on fait pas vraiment la loi. Et ce duo, ça va vraiment être hyper électrique et on va tomber vraiment dans cette histoire de rebondissement en rebondissement, qui va se passer vraiment pas mal de choses. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un univers totalement fantasy, donc on a vraiment des créatures, très bizarres tout le long, des découvertes, des choses dont on n'a jamais entendu parler. Voilà, donc c'est un univers très très riche, et donc ça c'est celui de Crescent City. J'en arrive à parler d'une première saga. Je vais vous en présenter 3 de cet auteur, qui est d'une de mes auteurs chouchou. La fois passée, je vous avais parlé énormément d'Enaël. Et bien ici, je vais vous parler de JLA, donc Jennifer L. Armentrout, avec pour commencer sa saga Covenant. Alors, le truc avec JLA, c'est que les personnages secondaires, c'est vraiment son point fort. C'est une de ses grandes forces dans ses romans. Et franchement, si vous suivez un petit peu mes updates du mardi, pour ceux qui me suivent sur le Bookstagram, eh bien vous le savez, vous savez que je l'adore et que c'est surtout pour ça aussi. Parce que ces livres sont très complets, de par les sentiments qui sont exploités et en effet de par tous les personnages qui sont mis en place dans ces romans. Donc dans Covenant, qui j'ai choisi de présenter? Eh bien j'ai choisi Deacon Saint-Delphi. Vraiment un de mes chouchous de la littérature. Alors Deacon, pourquoi il est si particulier? Eh bien déjà c'est le frère du protagoniste principal, c'est son petit frère. Le petit frère qu'on découvre un peu feignant, un peu épicurien aussi, j'en foutiste, rien n'intéresse, de toute façon ils sont riches, c'est bon, tout va bien se passer. Et finalement, on se rend compte
roman, parce qu'il faut savoir donc qu'il est dans les Covenant, mais il est également, donc il y en a 5 des Covenant, mais il est également dans les spin-off Titan, où il y en a 4 je pense, donc on le retrouve quand même dans 9 livres. Et ce personnage de Deacon a une très grosse évolution, mais vraiment, énorme, au point que je me suis dit: «Waouh, mais pourquoi elle a pas fait un livre? Pourquoi elle a pas écrit un livre dessus?» Et je pense que j'ai un petit peu ma réponse, c'est que JLA n'écrit pas vraiment de MM. Et oui, c'est un personnage qui est bisexuel et donc qui a, on le voit, plus d'aventures avec, des hommes que des femmes, dans enfin des garçons, je vais dire, parce qu'il est pas si vieux que ça, que des filles, dans les romans. Mais vraiment, gros coup de cœur pour Deacon qui a une évolution folle, qui est mais méga drôle. Vraiment, je l'adore ce personnage et qui finalement donne toujours son petit conseil, un petit peu, Jean Mémel, mais comme il faut, comme on aime. Vraiment, il est juste génial. Il devine plein de choses et il le fait sous-entendre, avec ses petits commentaires ironiques, sarcastiques. Vraiment, j'adore ce personnage. Covenant, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'Alex, qui a, si je ne me trompe pas, 17 ans et qui a quitté l'univers des semi-dieux, des sans-mêlés aussi. Elle a quitté tout cet univers parce que sa maman, un beau jour, a dit: «Viens, on se barre d'ici». Et elle n'a pas compris pourquoi, mais évidemment, comme elle avait une relation très privilégiée avec sa maman, elle est partie. Je ne vous dis pas pourquoi, évidemment, puisque c'est une grande intrigue du roman. Mais il se fait qu'un jour, elles se font attaquer, sa maman meurt et elle se retrouve de nouveau dans le Covenant de je ne sais plus d'où. Excusez-moi, vraiment, je ne sais plus d'où, mais elle se retrouve c'est aux États-Unis que ça se passe. Elle se retrouve dans le Covenant et elle doit affronter toutes les nouvelles règles. Donc il faut savoir que c'est un fantastique, mais qui pour moi se rapproche très fort de la fantasy, puisqu'à partir du moment où on entre dans le Covenant, on entre dans un univers grec en fait, à influence Grèce antique, avec les dieux grecs, etc. etc. Et donc vraiment, moi, je trouvais que c'était un univers très, très riche. Elle retrouve Hayden Saint-Delphi, qui est le fameux frère de Deacon. Et le Hayden Saint-Delphi en question est le garçon sur lequel elle fantasmait déjà beaucoup plus jeune, hein, avant son départ. Et voilà, et ça va devenir son instructeur pour qu'elle se remette en forme pour pouvoir à nouveau suivre sa formation dans le Covenant. Formation qui est essentielle puisque, en fait, ils affrontent des démons, donc ils protègent le monde de démons. Si vous ne connaissez pas cette saga et que vous aimez beaucoup les influences Grèce antique, tout ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est très hypé pour le moment, tout ça, eh bien moi je vous conseille très fortement Covenant, qui est donc écrit par Jennifer L. Armentrout, qui est mon auteur chouchou. Je continue avec JLA, je change de saga. Ici, on est dans la saga Lux. Et un de mes personnages préférés de cette saga, c'est Luc. Alors, il n'y a pas de nom de famille, c'est normal, je ne vous fais pas un mystère. Donc, c'est Luc et il apparaît dans le tome 3, si je ne dis pas de bêtises, tome 3 qui s'intitule Opal. Et Luc aura même son spin-off qui est prévu en 4 tomes et on attend toujours d'ailleurs le dernier tome. Alors, pourquoi j'aime Luc? Déjà parce que c'est un personnage qui est très très fort, vraiment, comparé même aux autres protagonistes, aux héros de cette saga. Il est vraiment hyper fort, il est très malin, très drôle. Et alors, il y a cette petite arrogance, mais qui est très bien placée parce que vraiment, il peut se le permettre, qui rend tout ça encore plus comique. Donc moi, je l'adore vraiment ce personnage, c'était un coup de cœur et je suis très contente de l'avoir retrouvé donc dans son spin-off qui est Origine du coup. Donc quand je dis Origine, c'est la saga qui s'intitule Origine et donc c'est Flamme Obscure, etc. etc. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Mais donc en tout cas, il est bien dans la saga Lux, il apparaît à partir du tome 3 et on le voit régulièrement ensuite. À savoir donc qu'il y a, je pense, 5 tomes pour les Lux avant. Donc de nouveau, c'est un personnage qui apparaît dans énormément de livres. Et c'est un bien parce qu'il est vraiment génial. Alors, Lux, c'est quoi? Eh bien, ça commence par le premier tome, Obsidienne. Et c'est Cathy qui va emménager vraiment dans un bled totalement perdu, en plein milieu des États-Unis.
et qui va s'apercevoir qu'elle a des voisins un peu étranges. Une voisine très très enjouée qui a un frère jumeau assez antipathique, assez grognon, mais, et je ne fais que la citer, il est canon. Par la force des choses, ils vont se rapprocher, ils vont devoir passer du temps ensemble et elle va finir par percer leur mystère, leur secret, parce que oui, il y en a un, ils sont assez, comme je vous l'ai dit, assez étranges, mais je ne vous révèle pas de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment là toute la particularité de Lux, c'est que ce sont des créatures fantastiques, mais on n'a pas l'habitude de croiser ce genre de créatures. Donc vraiment, je vous laisse la surprise, je vous laisse découvrir. Mais saga vraiment coup de cœur aussi, Lux. J'ai vraiment adoré, donc je vous conseille totalement de vous lancer dedans. Encore une fois, l'écriture est folle, vraiment. JLA, ma reine de l'écriture. Forcément, forcément, je ne pouvais pas faire une vidéo sans vous parler de Enaël. Donc je vais vous présenter ici Not a Fucking Romance avec mon personnage préféré, Hunter, qui est un personnage très mystérieux, on ne sait vraiment presque rien de lui, qui est un petit peu désagréable, agressif, parfois limite, mais qui laisse vraiment planer tout un mystère autour de lui et qui nous intrigue tellement qu'on a envie de connaître son histoire. Et ça tombe bien, puisqu'Enaël nous a écrit carrément son livre, qui est donc Rough, donc il a au final sa propre histoire à lui. Alors, donc Not a Fucking Romance, c'est quoi? Eh bien, c'est Ali qui vit en colocation avec 5 beaux gosses, je crois. Oui, c'est ça. Et un nouveau spécimen va débarquer dans sa vie, donc le fameux Hunter. Et finalement, eh bien, elle va plus savoir où en donner de la tête. Elle va tomber un petit peu amoureuse de tout le monde. Chacun pour ses particularités, vraiment, ce sont tous totalement différents. Et elle va, quelques jours après Noël, pardon, elle va se rendre compte qu'elle a couché avec l'un d'eux, mais elle ne sait pas lequel. Et ça va être assez problématique parce qu'elle va se rendre compte que c'était une illumination dans sa vie, que c'était vraiment génial et elle a besoin de savoir si c'était une erreur ou pas. Évidemment, on ne sait pas avant la fin avec qui elle a eu cette fameuse relation. Alors j'ai peut-être pas bien précisé, mais c'était une nuit arrosée, donc voilà pourquoi tout ça est arrivé. Cas très particulier, mais c'est du NL et je vous ai déjà dit que c'était vraiment assez loufoque. J'ai adoré. Alors, Not a Fucking Romance, c'est pas mon préféré d'elle, mais c'est celui qui va introduire en fait tous les tomes d'une saga compagnon, voire familiale. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tous les personnages qu'il y aura là-dedans, ou presque, auront leur propre livre, auront également des enfants qui vont être exploités dans la suite. Donc on va vraiment plonger 20 ans plus tard pour pouvoir exploiter tout ça. Et ça, c'est génial. Moi, je les ai tous dévorés, adorés, vraiment. Des coups de cœur pour la plupart. Donc, je vous conseille totalement. Attention, je rappelle, Enaël, langage assez cru et contenu assez explicite. Donc, évidemment, ça ne convient pas à tout âge, ça ne convient pas à tout le monde. On retourne avec Sarah J. Maas pour la saga ACOTAR. Alors, ACOTAR, c'est A Court of... je suis désolée, je vous passe un petit peu le côté anglais du truc, c'est l'abréviation. Mais en fait, le premier tome de cette saga, donc en français, c'est Un palais d'épines et de roses. Puis on a le deuxième qui tourne sur Un palais de colère et de brume, Un palais 2, Un palais 2, Un palais 2. Voilà, à chaque fois, c'est ça l'idée. Alors, mes personnages préférés sont les Illyriens et les Illyriens, donc c'est-à-dire Azriel et Cassian. Je dis les Illyriens, pardon, pourquoi? Parce que c'est une espèce à part. Il faut savoir qu'on est dans de la fantasy et ils sont tout simplement Illyriens d'origine, mais ce sont les Illyriens principaux qu'on va croiser dans cette saga et donc voilà pourquoi on peut les appeler comme ça très facilement. Alors, et les reconnaître évidemment. Alors, vraiment, coup de cœur pour ces personnages. Je pense que c'est ça qui, pour moi, a fait de cette saga quelque chose de fabuleux, quelque chose qui m'a emporté vraiment totalement ailleurs, que j'ai dévoré, tout simplement parce que ces personnages sont géniaux. Je vous parlais tantôt d'Emmett Diclan,
et de Tristan Flynn dans les Crescent City. Il faut savoir que c'est la même auteure et qu'il y a une grosse influence. Franchement, il y a une grosse part de... on recopie un peu les personnages, enfin copier-coller et ça marche. On va pas se le cacher, mais effectivement, ça fonctionne. Mais ça fonctionne surtout, moi je les préfère vraiment dans ACOTAR. Alors, ce sont des personnages qui ont un sens de la loyauté à toute épreuve, de la camaraderie, et qui sont même vraiment, ils se considèrent comme des frères. C'est à la vie, à la mort, on est ensemble jusqu'au bout. Et ça, franchement, c'est pour moi, c'est quelque chose qui va loin dans les sentiments en fait, qui m'embarque, qui m'emporte très loin et qui fait que quand je vois ces personnages, quand je les lis, eh bien j'ai vraiment le sourire aux lèvres, je les adore. On va pas se le cacher, ils sont très bien décrits aussi, ok, ils sont très badass, ils sont très très forts, vraiment, bah, ils ont tout pour eux. À part que parfois ils sont un peu, ouais, on fonce dans le tas et on réfléchit pas trop. Et ça, je vais dire, c'est leur défaut. C'est ce qui leur risque de les mettre en péril dans certaines situations et qui peut même rendre délicates certaines stratégies de guerre, puisqu'on est vraiment dans la fantasy avec, encore une fois, vraiment le truc classique de la lutte du bien contre le mal. Voilà. Donc vraiment gros coup de cœur pour Cassian et Azriel, qui donc sont autour d'un autre personnage, qui seconde un autre personnage dont je ne vais pas trop parler ici, parce que je ne veux pas spoiler, parce qu'il faut savoir que le 1 de cette saga est très différent du reste, et c'est dans le deuxième tome, donc celui que je vous présente ici, que ces personnages apparaissent. Donc voilà, on va pas trop en dire pour le moment, j'ai pas envie de vous spoiler si vous connaissez pas la saga, parce qu'elle est juste monumentale et génialissime, et elle mérite d'être découverte comme il se doit, vraiment. Alors il faut savoir que les 3 premiers tomes racontent une histoire, une quête selon un point de vue. Donc je vais vous parler après, le point de vue de Fer. Et le tome 4 passe sur justement un des fameux Illyriens, pardon, et Cassian en l'occurrence. Et on pense que le tome suivant, le 5, sera sur Azriel, donc l'autre fameux Illyrien dont je vous parlais. Donc de nouveau, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que finalement, on a une trilogie qui tourne autour d'un couple, d'un personnage. Et je pense qu'on a tellement aimé, ils ont été tellement bien développés, ces personnages secondaires, pardon, avec un intérêt particulier, avec une évolution, avec un passé qui est créé, etc., que finalement, l'auteure elle-même a envie de faire plaisir à ses fans et même pour elle de créer carrément l'univers de ces personnages secondaires. Donc ça, c'est vraiment la récompense, c'est quand on a le droit d'avoir leur histoire. Alors, un palais d'épines et de roses, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire de Fer, qui est quand même assez jeune, je pense qu'elle a peut-être 18 ans ou 19 ans, quelque chose comme ça, et qui, mourant de faim, chasse dans la forêt et va tuer en fait une créature qu'elle ne pouvait pas tuer. Elle va donc se faire enlever par un prince ténébreux et mystérieux et va être emmenée carrément de l'autre côté du mur, donc dans un royaume totalement fantaisiste, totalement inattendu, avec des créatures qu'elle ne connaît pas, très dangereuses, des bois inquiétants où elle ne peut pas s'aventurer. Et donc en gros, elle va se retrouver vraiment dans une prison dorée et réaliser qu'il y a une sorte de malédiction, de maléfice qui règne sur tous les occupants du domaine. Cette malédiction, évidemment, le but va être de la briser. Je vous dis clairement, je pense que vous l'aurez peut-être compris à mon résumé, qu'on est dans une réécriture de La Belle et la Bête. C'est vraiment typiquement ce genre d'histoire, mais il y a vraiment des choses très particulières qui sont ajoutées, qui sont très intéressantes, très chouettes. Comme je vous l'ai dit, on est dans de la fantasy, et donc tout cet univers qui est créé autour est très plaisant à lire, et à découvrir. Et franchement, c'est assez bien écrit. Donc je terminerai par préciser, gros coup de cœur sur le tome 2, ce tome-ci qui est juste magistral, parfait. Vraiment, je recommande totalement. Je connais pas quelqu'un qui a pas aimé en fait. C'est juste tout simple, j'ai jamais lu un avis négatif là-dessus, ni une unpopular opinion dessus. Donc voilà, je peux que vous le recommander. En tout cas, vous recommandez la saga tout entière parce que vraiment, ils sont tous
trop bien. Et attention qu'il y a à partir du tome 2 du contenu assez explicite et donc là c'est plus vraiment, enfin déjà même dans le 1 un petit peu mais c'est pas un tout public. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Je vous parle à présent d'une de mes dernières lectures en date, c'est Campus Drivers. Alors attention, Campus Drivers, gros red flag. Eh bien, il y a des propos étonnamment sexistes, mais vraiment hyper choquants, je trouve, du style c'est une gonzesse, etc. Je suis passée outre ça, et c'est ce qui fait que le protagoniste, ici masculin, n'est vraiment pas mon préféré dans ce livre. Mais les Campus Drivers, donc, en fait, sont tout simplement une association de gars qui sont amis et qui vont servir de taxi sur le campus, malheureusement à des fins intéressées, ça aussi, c'est très décevant. Vous aurez compris de quelle fin intéressée je parle, c'est pas que financier. Et par contre, eh bien, les autres campus drivers, je les ai pas trouvés si sexistes que ça, pas tous en tout cas. Et donc j'ai trouvé que c'était la force de ce livre, c'est la camaraderie qu'il y a entre les personnages et donc surtout dans les personnages secondaires, qui vont être de bons conseils, qui vont être très sympas avec la protagoniste principale, la fille, et qui vont finalement être très bienveillants, très drôles, à remonter le moral, à être là quand il faut, etc. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet aspect-là, parce que ce sont pas juste que des mecs, allez, on se bidonne, on se boit des bières et puis voilà, on emballe des filles. Non, il y a aussi un aspect assez tendre dans leur personnalité. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que, comme les autres tomes s'appellent également, donc ça reste la saga Campus Driver, c'est bien, je pense qu'on les retrouvera. Donc, ils auront chacun un tome. Ce que j'espère, parce que vraiment, ils étaient beaucoup plus intéressants que le protagoniste principal du premier tome, en fait. Donc, voilà, j'espère connaître leur histoire très vite. Campus Driver, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire de Loïs qui se fait larguer par son petit copain. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble et avant même le premier jour de la fac, il la largue, elle se retrouve sans domicile et elle va être recueillie par Lane qui n'a vraiment pas envie d'avoir quelqu'un chez lui, vraiment pas envie d'avoir quelqu'un qui perce son intimité, mais il va se retrouver eh bien, par finalement contrainte et quelque part une légère pointe de bienveillance, très légère, très lointaine, train donc de l'héberger et ils vont devenir eh bien, quelque peu colocataires. Ils vont également aussi devenir amis finalement contre toute attente et peut-être plus. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. Ça fait quand même 3 sagas que je vous présente d'elle, mais c'est juste la meilleure, que voulez-vous que je dise? Alors, pourquoi j'ai aimé cette saga Le sang et la cendre? Eh bien là, je ne peux pas mentir. Le protagoniste principal est vraiment mon protagoniste préféré de tous les temps. Mais si je le mets à part en me disant, allez, sois un petit peu objective, eh bien, il y a un autre personnage qui ressort assez bien dans cette saga et que j'adore au plus haut point. C'est le personnage de Kiran. Alors, Kiran, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est tout le temps sarcastique et ironique. Il n'y a pas une phrase qu'il dit où il n'est pas une phrase qui n'est pas remplie de sarcasme, vraiment. J'adore ça. C'est un aspect qui rend un peu finalement ce livre beaucoup plus léger. Donc on est dans une fantasy où on découvre quand même beaucoup de choses. À partir du tome 2, on a énormément de révélations, c'est assez dense en informations. Et il y a toujours le personnage de Kiran qui vient un petit peu casser tout ça avec son humour sorti tout droit de sitcom que j'adore énormément et ça fait pas très anachronique, hein. Faut pas croire que ça vient casser le truc, non, non. C'est vraiment toujours très piquant, très bien placé, tout comme j'aime. Vraiment, je peux pas, je peux pas dire autre chose, c'est juste, en fait, ces apparitions sont juste parfaites, arrivent au bon moment et ponctuent très très bien ces moments peut-être un petit peu plus lourds, un peu plus denses. Donc Kiran, c'est vraiment un personnage qui est coquin, espiègle, sarcastique, mais aussi bienveillant, rassurant. Il a vraiment énormément de qualités et je pense que c'est un des très gros points forts
de cette saga. Mais comme je vous l'ai dit, Jay et ses personnages secondaires, c'est juste une tuerie. Et si j'enlève, eh bien, mon personnage préféré de tous les temps, ça reste vraiment une très, très bonne surprise, Kiran, qui est juste parfait, génial. Donc personnage totalement inégalable et ouais, il a pas son pareil, dans le livre, donc assez essentiel, à l'avancement de tout ça. Et je pense, j'espère qu'il aura un tome à lui. Je me demande si aux États-Unis, il n'y a pas déjà un tome qui est sorti sur lui. Et là, vraiment, j'ai hâte du coup de le lire. Et je pense que Benji, s'est attachée aussi très fort à lui et a voulu lui créer une histoire. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc, j'ai pas envie non plus de nous induire en erreur avec tout ça. Je vais vous parler d'un personnage d'une autre saga que j'ai beaucoup aimé, c'est Serpent and Dove. Donc ici, moi j'ai le livre anglais, enfin américain plutôt. Donc la couverture est vierge. Normalement, il y avait évidemment une autre jaquette dessus. Mais moi, je choisis de les mettre comme ça dans ma bibliothèque. Donc voilà ce qui donne en livre original, donc dans sa langue originale, à savoir que, à part le tome 1, moi je les ai lus donc en VO. Et donc le personnage que je vais vous présenter, c'est Beauregard Lion, Beauregard Lion. Donc à savoir que dans Serpentine, il y a une grande influence française et l'auteur a mis beaucoup de noms français, francophones, oui, à sonorité francophone. Et il parle même de temps en temps français. Donc c'était très perturbant cette lecture où finalement j'étais en VO, mais il y avait des merci chérie, etc. Enfin vraiment c'était très drôle aussi du coup de lire ça comme ça. Alors, pourquoi j'ai choisi donc Beauregard? Eh bien parce que c'est un personnage qui est très complexe et très intéressant. C'est le prince du royaume et finalement on va voir que ce prince va se détacher totalement de tous ses privilèges pour suivre eh bien, les sorcières dans leur quête et il va vraiment tout laisser tomber derrière lui, enfin c'est assez hallucinant. Et tout au long du livre, il va être à la fois charmant, mais il a un petit problème, il est un petit peu narcissique aussi. Donc, enfin, ça va être très marrant. Il va apporter vraiment une touche de peps et d'humour dans cette histoire. Et finalement aussi une touche de tendresse et une petite intrigue amoureuse de son côté. Donc, il a vraiment un petit peu tout pour intriguer et pour plaire ce personnage. Et moi, je m'y suis laissée prendre. Et finalement, il y a un moment où c'est plus son histoire à lui qui m'intéressait que l'histoire principale. Et donc, encore une fois, ça, c'est vraiment pari réussi quand le personnage secondaire est si bien fait que finalement, on ne s'intéresse presque plus qu'à lui pendant évidemment quelques pages, quelques passages du livre, puisqu'on revient ensuite à l'intrigue principale. C'est logique. Serpent and Dove, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire de Louise Leblanc, qui est une sorcière dans une ambiance un petit peu moyenâgeuse. Hein. On est dans de la fantaisie, mais sous fond un peu historique, donc c'est assez intéressant. On a vraiment l'impression d'être dans notre histoire, sauf qu'il y a vraiment des touches de fantaisie par-ci par-là qui sont très très chouettes. Alors donc Louise Leblanc va devoir cacher son identité parce que les sorcières sont pourchassées par des chasseurs. Et elle va se retrouver dans une situation un petit peu bancale, puisqu'elle va se retrouver, malgré elle, mariée à un chasseur de sorcières, qui est assez timide, assez réticent, un peu, allez, comment dire? Un peu frigide, en fait. Et voilà, il va s'en suivre quelque chose de totalement une dynamique totalement intéressante entre eux, puisque les 2 personnages vont évoluer avec, des influences extérieures, l'un comme l'autre et bien, il y aura un petit aspect romance qui va jouer dans tout ça, mais sachant qu'elle, évidemment, elle lui cache quand même un très, très gros secret. J'ai adoré, cette lecture. J'ai trouvé vraiment, très intéressante. Il y a un petit côté, faussement historique qui est assez, prenant, en fait et donc c'est vraiment, une saga, finalement, qui m'a assez emballée. Le tome 2 a malgré tout, réduit, toute, ma motivation
Mais le tome 3 sauve très bien pardon, tout ça. Savoir que dans le tome 2 je trouvais qu'il se passait rien du tout. Mais peut-être aussi que c'est le fait que c'était pas très facile à lire parce qu'étant donné, ce fond un petit peu historique, enfin faussement historique je rappelle, eh bien, il y avait du vocabulaire qui était quand même compliqué. Quand on parlait de charrette, de rouage, etc., ce sont des mots que je ne connais pas en anglais au départ. Donc j'ai quand même un petit peu galéré avec tout ce vocabulaire et je pense que ça a sans doute ralenti ma lecture. Mais dans l'ensemble, vraiment, cette saga, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. C'est vraiment, c'était pas peut-être pas totalement un coup de cœur, mais vraiment, j'ai une grosse affection, pour cette saga et donc, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le personnage, de Beauregard. Donc on surnomme évidemment, à peu près tout le long des livres, Beau. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter donc le personnage de Silas dans Sorcery of Thorns. Alors ici, ça paraît un petit peu spécial comme édition, mais c'est l'édition Grimoire en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien les pages et qui est en fait très 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 belle comme édition. Et donc j'ai même eu la petite dédicace de Margaret Rogerson, donc de l'auteur, quand je suis allée au salon Trolls et légendes à Mons. Et donc eh bien, elle m'a écrit une réplique du livre It's always wise to be polite to books. Donc c'est tout, il est toujours avisé d'être poli envers les livres. À savoir que eh bien, dans Sorcery of Thorns, les livres ont vraiment toute une vie, toute une âme et peuvent être du coup très dangereux. Donc c'est une réplique qui en fait est assez drôle et je trouve très bien choisie. J'étais très contente de son choix de citation. Bref, je vous embête pas plus avec ça. Je vais revenir sur le fameux personnage qui m'a intéressée. Donc c'est le personnage de Silas. Et ce personnage, il est très intéressant car c'est a priori le majordome de la maison qui est toujours de bons conseils, toujours très avisé, très drôle, un peu pince sans rire comme ça, vraiment très marrant, qui est vraiment le conseiller, du, protagoniste masculin. Protagoniste que j'ai beaucoup apprécié aussi, attention, parce qu'il est très ironique, dans sa façon de parler, donc il m'avait vraiment plu aussi. Mais ça et là, c'est un petit côté particulier aussi, c'est qu'il peut s'avérer extrêmement dangereux et donc il est énormément intriguant. Et en fait, au fur et à mesure du livre, on se rend compte qu'il y a vraiment toute une mythologie, on va dire, qui tourne autour de ce personnage et de ses origines. Et c'est très très intéressant à creuser. Je pense que c'est un des personnages qui finalement a retenu un peu l'attention de tous les lecteurs de ce livre, dont la mienne. Et vraiment, il y a un intérêt particulier à suivre un petit peu ce qu'il fait. Et limite, on apprécie davantage les passages où il est présent. Sorcery of Thorns, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'Elisabeth qui est élevée dans une bibliothèque très particulière, à savoir que les bibliothèques sont des endroits vraiment très dangereux où il y a une réserve avec des grimoires auxquels il ne faut surtout pas toucher. Or, après la visite de Nathaniel et de son majordome, compagnon, Silas, eh bien, il va y avoir un meurtre, des grimoires très dangereux vont être relâchés. Et évidemment, par un malheureux concours de circonstances, c'est Elisabeth qui va être accusée d'avoir relâché ces fameux grimoires dangereux. Donc elle va être menée à comparaître devant un juge, etc. Et pour assumer sa défense, elle va devoir accepter l'aide de celui qu'elle juge comme son ennemi, Nathaniel. Donc elle se suspecte encore d'être impliquée dans l'affaire puisque c'est lui qui est passé tout juste avant qui est le drame. Donc voilà, elle va découvrir tout un univers qu'elle ne connaît pas puisqu'elle n'a été élevée que dans sa bibliothèque, que au milieu des ouvrages et va se retrouver confrontée finalement à ce drôle d'énergumène qui est Nathaniel, qui est un sorcier. Voilà, j'ai fini de vous présenter ma sélection de livres en ce qui concerne mes personnages secondaires favoris. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai été assez complète, que j'ai pas trop répété les mêmes choses sans cesse, enfin voilà, que j'ai été assez claire et concise. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner éventuellement si ce n'est pas encore fait, et à me laisser en commentaire vos impressions, ça me fera très plaisir en tout cas de vous lire, que ce soit positif ou négatif, de toute façon, toute critique est toujours bonne à prendre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, savoir un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, s'il y a certains livres qui vous donnent envie après coup, ou si tout simplement vous êtes d'accord avec moi, si vous les avez lus, si vous les connaissez, si vous aimez également ces personnages secondaires, ou que vous espérez
des spin-offs dessus ou enfin que sais-je. N'hésitez pas donc vraiment à me donner votre avis sur tout ça. Donc vous venez d'assister à la deuxième vidéo de ma chaîne Booktube. J'espère que ma façon de fonctionner vous correspond et vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos suggestions, à me dire ce que vous aimeriez découvrir ou ce que vous voulez, ce dont vous voulez parler, etc. Vraiment, je suis toute oui quant à vos suggestions. Je vous remercie donc d'avoir passé un moment point lecture avec moi. Au revoir à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Booktube. Livrez-vous bien!